Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Lecture, votre magazine hebdomadaire sur le livre et la lecture sur Wafrika TV. Nous aurons comme invité aujourd'hui Merveline Tapi, auteure de Eva, tranche de vie. Bonjour Merveline. Bonjour Fabrice. Tu vas bien? Oh, super bien. Ça fait un bon bout qu'on ne t'a pas entendu, on ne t'a pas lu. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais désirer, j'ai disparu à la fois des plateaux, à la fois des écrits, mais vous inquiétez pas, je serai bientôt de retour. Hein. Tu nous réserves des petites pépites. Ah ouais, une belle surprise quand même. Ah, super. Avant de revenir avec Merveline dans le cadre de l'entretien, nous ferons un zoom sur le CEJAC avec toutes ces initiatives de facilitation de la lecture pour les déficients visuels. À cet effet, nous recevrons M. Coco Bertin qui en est le promoteur. Et à la fin, nous ferons avec notre invité, notre auteur, un zoom ou alors nous vous proposerons une astuce pour gérer le syndrome de la page blanche. Le décor ainsi planté, nous nous retrouvons de l'autre côté. Coco Bertin, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Un nouvel album en perspective? Oui, en fait, le 4e album est en chantier depuis plusieurs années et on n'arrive pas à le sortir à cause des multiples sollicitations dont je fais l'objet. Mais je voudrais quand même rassurer mes fans en leur disant que je n'ai pas encore fait le jubilé, donc l'album finira par sortir. D'accord. De multiples obligations, parmi lesquelles le CEJAC? Oui, alors le CEJAC, c'est mon activité principale et ça me prend beaucoup de temps. Il faut encadrer les non-voyants sur place ici, il faut voyager pour répondre à certaines obligations. Et il faut préparer les projets, ça fait beaucoup de travail, quoi. Il faut rencontrer des partenaires ici et ailleurs. Donc c'est énormément de travail qui ne me laisse pas toujours assez de temps pour m'occuper de la musique. Oui. À noter que vous avez fait un déplacement pour la France à l'occasion du centenaire de la fondation La Cause. Oui, c'est vrai. Alors j'ai fait un déplacement en France au mois de juillet pour le centenaire de la fondation La Cause. J'ai eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs le président du Sénat français à l'occasion. Et puis, tout récemment, j'ai effectué un déplacement à Bruxelles où j'ai participé au sommet du numérique organisé par l'Association internationale des maires francophones. Quoi le CEJAC? Parce que tout cela, c'est dans le cadre du CEJAC. Exactement. Alors, le CEJAC, c'est le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui a été créée officiellement en 1988 par 2 jeunes aveugles, à savoir Martin Luther et Coco Bertin que je suis. Et le but du CEJAC est de former et d'insérer dans le circuit socio-économique de la nation des personnes handicapées en général et plus spécifiquement des personnes non-voyantes. Le CEJAC a eu sa reconnaissance, sa déclaration en tant qu'association en 1990 et en 2013, le CEJAC a été reconnu par le ministère de l'administration territoriale comme une organisation non gouvernementale. En 2014, le CEJAC a obtenu des Nations Unies le statut de l'ECOSOC, c'est le Conseil économique et social des Nations Unies. En 2017, le CEJAC a été reconnu par le ministère des Affaires sociales comme une œuvre sociale privée. Alors le CEJAC fait fonctionner en son sein tout d'abord une école primaire bilingue inclusive dénommée Louis Braille. C'est une école qui accueille d'abord des enfants à besoins spéciaux, parmi lesquels les déficients visuels, les déficients intellectuels, les malentendants, les handicapés moteurs, les autistes et des enfants polyhandicapés. Ces enfants ont l'avantage d'aller à l'école aux côtés des enfants qui ne souffrent d'aucun handicap. Et de même que ces enfants qui ne souffrent d'aucun handicap se réjouissent, ont également cet avantage d'aller à l'école aux côtés des enfants qu'on appelle des enfants à besoins spéciaux. Voilà pour ce qui est de l'école primaire du CEJAC. Le CEJAC dispose également d'une école normale et d'une école
d'une Niège, école normale des instituteurs de l'enseignement général, au sein de laquelle nous formons donc des futurs enseignants. Il s'agit également d'une école inclusive. Parmi les apprenants, on compte des personnes handicapées et des personnes qui ne souffrent d'aucun handicap. On a formé déjà pas mal d'enseignants qui aujourd'hui s'expriment très bien sur le terrain. Le CEJAC dispose également d'un centre multimédia inclusif pour la réduction de la fracture numérique. Donc nous formons au sein de cette structure des personnes handicapées à l'utilisation de l'outil informatique et nous offrons pas mal d'autres services. On pourra revenir là-dessus. Le CEJAC, c'est aussi une organisation qui mène beaucoup de plaidoyers pour l'amélioration des conditions des personnes handicapées dans la société camerounaise. Donc voilà une présentation sommaire du CEJAC. Pour répondre à votre question sur les méthodes de lecture des non-voyants, voilà, je dirais qu'il y a la toute première qui est l'écriture braille, qui est donc cette écriture qu'utilisent les personnes non-voyantes, inventée par Louis Braille. Vous voyez que l'écriture porte le nom de celui qui l'a inventé. Donc il y a le braille et il y a également d'autres méthodes de lecture. Nous lisons des ouvrages numériques. Vous voyez, j'ai devant moi un ordinateur avec lequel je peux lire des livres, n'importe quel ouvrage, même s'il est en écriture ordinaire, avec un traitement à l'aide d'un scanner et un traitement de texte. On peut se servir, n'est-ce pas, de l'ordinateur pour lire des livres. Il y a une autre méthode, c'est le livre sonore. Nous avons donc au niveau du centre multimédia du CEJAC, un appareil qu'on appelle DAISY, avec lequel on va lire des livres sonores en format DAISY. Alors c'est un format audio avec la possibilité de naviguer, c'est-à-dire que avec le DAISY, vous pouvez aller de chapitre en chapitre, de paragraphe en paragraphe. Voilà une autre forme de lecture, n'est-ce pas, que disposent les personnes non-voyantes. On pourrait dire qu'il y a aussi par moment des personnes non-voyantes qui se font assister pour lire la presse par un volontaire qui va prendre un document, ça peut être un livre ou alors un journal, qu'il va lire à la personne non-voyante. Mais la plus répandue, n'est-ce pas, de ces différentes méthodes de lecture reste l'écriture braille, qui est une méthode d'écriture inventée par une personne non-voyante au profit des personnes non-voyantes. Alors, le CEJAC particulièrement. Alors, le CEJAC, d'abord, travaille à accompagner les jeunes à l'école. Donc, vous savez que pour lire, il faut déjà aller apprendre à lire. Donc, on les forme à la lecture du braille ici au CEJAC. On enseigne le braille aux personnes non-voyantes qui arrivent. Donc, ils sont capables de lire, n'est-ce pas, grâce à la formation qu'ils reçoivent. Le CEJAC dispose également d'une bibliothèque avec vraiment pas mal de milliers de volumes. Alors la bibliothèque a l'avantage d'être inclusive, c'est-à-dire qu'il y a des livres en braille, mais il y a aussi des livres en écriture ordinaire dont les aveugles peuvent lire et peuvent lire en même temps que les voyants. Nous avons également des livres qui sont des livres inclusifs, c'est-à-dire que vous avez un livre qui est à la fois en noir et en braille. Il faut bien savoir que quand on parle du noir, il ne s'agit pas de l'écriture, d'une écriture qui a une couleur noire, mais il s'agit simplement d'une écriture qui n'est pas braille. Même si vous écrivez avec de la craie, on dit que vous écrivez en noir. Oui. Donc tout ce qui est écrit et qui n'est pas en braille est en noir. Donc nous avons des livres qui sont à la fois écrits en noir et en braille, ce qui fait que le non-voyant peut lire en même temps que le voyant. Et puis on a... nous disposons également, comme je vous disais, d'un centre multimédia qui offre plusieurs possibilités de lecture. Les non-voyants peuvent aller sur le net. Les non-voyants peuvent utiliser des outils dont je parlais tout à l'heure, le lecteur DAISY par exemple, pour lire différents ouvrages. Donc le CEJAC offre vraiment un éventail, n'est-ce pas, de moyens de lecture aux personnes déficientes visuelles. D'accord. Merci beaucoup, M. Coco Bertin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. À très bientôt. Et à bientôt. Alors, Merveline, rebonjour. Bonjour Fabrice. Tu nous proposes ce magnifique roman, Eva, tranche de vie.
publié chez l'Harmattan dans la collection Lettres camerounaises en 2014. Tout à fait. Alors, sur le titre déjà, Tranche de vie, Eva, tranche de vie. Pourquoi tranche au singulier? Parce que ce n'est qu'une partie de la vie d'Eva. Oui. Vous savez que même en toute une vie, on ne peut pas raconter sa vie. Oui. Alors je suis allée dans la vie de cette jeune fille, extrait ce qui me semblait essentiel, ce qui me semblait utile et surtout ce dont on pouvait faire une leçon pour les autres. Et c'est pour ça qu'effectivement on ne parle que de cette tranche de vie-là, c'est pas la vie entière d'Eva. Alors, de quoi parle cette tranche de vie? De quoi parle le roman? Pour situer un peu nos téléspectateurs. Le roman retrace le quotidien d'une jeune fille ordinaire, d'une jeune étudiante qui vit ses galères d'étudiante, qui a ses problèmes de jeune fille et qui doit faire face à la dure réalité de la vie. Je pense qu'en parcourant les quelques lignes qui sont marquées ici, on fait face à des problèmes comme l'amour, l'amitié et le plus dur, l'inceste. Qui jusqu'ici demeure un tabou dans notre société, mais j'ai quand même osé en parler ici et dire il faut toucher du doigt cette réalité-là, il faut dénoncer et sonner la cloche d'alarme. Alors, l'histoire elle-même, elle est présentée de manière linéaire, sans arrêt, chapitre, partie, titre. Et puis il y a le style aussi, le style un peu passionné, c'est même d'ailleurs marqué sur la 4e couverture, le style est passionné, celui d'une journaliste de terrain. Pourquoi avoir choisi ce style? Je ne l'ai pas spécialement choisi, je vais dire que c'est ce style qui m'a adopté. C'est pas moi qui suis, j'ai pas décidé d'écrire comme ça, c'est que c'est ancré en moi. Ouais. Tu l'as dit, je suis journaliste, Ouais. j'aime écrire. La passion, je suis une femme, parfois amoureuse, parfois pas, mais bon. On est passionné qu'on le veut ou pas. Ouais. Et maintenant, j'écris effectivement 100 chapitres. Celui-ci, je l'ai fait comme ça, le second aussi, je crois. Parce que je suis iconoclaste sur le bord. Je suis un peu rebelle. J'aime pas aller dans ce qui est déjà écrit, dans ce qui est prescrit. Vous verrez jamais de préface dans un roman signé Merveline Tapi. Vous verrez rarement des chapitres. Par contre, ce que j'adore ici et que beaucoup ont aimé aussi, ce sont des illustrations. Oui. Parce que là, j'ai envie de donner le temps au lecteur de s'évader un peu, de sortir un peu du récit et d'imaginer, de se plonger lui aussi dans des scènes qui sont décrites là dans l'ouvrage. On remarque effectivement qu'il y a plusieurs illustrations. Effectivement, plusieurs illustrations, une ou deux par chapitre qui permettent un peu de situer l'auteur au-delà de ce qu'il peut imaginer dans son cerveau à travers la lecture, de voir réellement ce qui se présente, ce que l'auteur veut voir. Même sur la première de couverture d'ailleurs. L'idée en fait c'est de valoriser l'art dans toute sa splendeur. Oui. Aujourd'hui on a des artistes en herbe au Cameroun et on a de très bons dessinateurs. Moi j'ai été fan des BD dès le bas âge. Donc quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit comment allier ma passion, mes deux passions en fait. Moi je fais pas les dessins mais j'adore. Dès que j'ai une BD sous la main, tant que je ne l'ai pas parcourue en entier, je ne vais pas m'arrêter. Et je me suis dit c'est une idée géniale. Au lieu de mettre des photos, comme ça se fait souvent, je peux aller sur des croquis. Et je pense que beaucoup ont aimé l'idée. Oui, c'est une magnifique idée. Et nous faisons justement un salut à votre illustrateur, Prince Picadon. Ouais, Picadon, je l'ai rencontré à Tchonk. J'espère qu'il va bien et je pense d'ailleurs à lui de temps en temps. Parlant d'art, justement, le personnage principal, Eva, est une étudiante des beaux-arts. Effectivement. Justement, étudiante des beaux-arts. Mais au fond, la lecture aussi que nous on en a fait donne l'impression que la perception qu'elle a de sa vie, c'est-à-dire elle a subi sa vie, peut ne pas être comprise de la même manière pour un lecteur. On se dirait, bon, elle a choisi la voie de la facilité en entrant dans une relation avec Mike, qui lui offrait un certain luxe, un certain confort, et tout, ainsi de suite. Elle ne subit pas la vie, il faut savoir être responsable de ses actes. C'est pour ça qu'à la fin, elle refuse d'épouser Mike. Parce qu'elle est consciente des erreurs qu'elle a commises par le passé. Oui. Et elle s'est dit non, il est temps que j'arrête ça, j'ai fait un choix, désormais je dois l'assumer. Mais parfois la vie nous joue des tours et le destin peut nous tomber dessus. C'est exactement ce que subit Eva parce que elle a fait le choix de se mettre avec Mike qui était déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Elle a fait le choix de la facilité au départ. Oui. Mais à la fin, la vie lui a donné le coup de grâce en la mettant en couple avec son frère dont elle ignorait le lien de sang. Et de là naît un enfant. Oui. Et elle ne le découvre, petit Christopher. Voilà. Et elle découvre que Angel, le père de Christopher, est son frère quand Christopher est né et il a grandi. On ne peut pas le tuer, elle ne peut pas se faire avorter. Il n'y a rien à faire. Ouais. C'est là, la réalité, là, qu'est-ce qu'on fait? On vit avec.
C'est pour dire que parfois nous-mêmes on va chercher nos problèmes, mais il y a des moments le destin s'amuse à nous lâcher des petites bombes là. Alors, des leçons à en tirer? Je ne suis pas donneuse de leçons, je n'écris jamais spécialement pour donner des leçons. Oui. J'écris pour m'exprimer, pour dire les choses telles que je les perçois, telles que je les conçois, telles que je les vis. Maintenant, c'est à chacun de tirer sa leçon. Parce que ce qui est une réalité ou ce qui est un avantage pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Oui. Il y en a qui se disent non, si je ne vis pas avec un homme marié, ma vie elle est fichue. Dans ce cas, la personne va estimer que non, le fait de sortir avec quelqu'un qui est déjà occupé, c'est du bien, tout est pris en charge, je galère moins. Oui. Non, que chacun lise, tire sa leçon, fait de sa vie ce qu'il veut. Oui. Mais je dirais jamais non, il faut retenir des vagues qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, commettez des bêtises, faites des erreurs, ça vous fera grandir, éclatez-vous, tapez-vous qui vous voulez vous taper, mais sachez que le destin elle, ne va jamais vous louper. Le karma, ça existe de toute façon. Donc. Alors, je vais dire, à la page 48, Attendez, je cherche la page 48. Attendez, un peu, ne bougez pas, je cherche la page 48. J'y suis. À la page 48, Angel, dans une conversation avec Eva, lorsqu'ils sont dans son atelier dans la forêt, il lui dit, disons que c'est la société et ses dérives qui m'inspirent. J'observe beaucoup tout ce qui se passe autour de moi et étant donné que je n'ai vraiment pas les moyens de m'offrir matériaux de qualité, je me suis dit que je pouvais travailler avec ce que la nature a mis à ma disposition. Ouais. Alors, j'observe beaucoup tout ce qui se passe autour de moi. C'est la société qui m'inspire. Est-ce le cas pour toi? Je savais, la question piège. Effectivement, je ne sais pas comment. On ne peut mieux décrire que ce qu'on vit, je pense. Et autour de nous, il n'y a pas meilleur architecte que la nature. Il n'y a pas meilleure source d'inspiration que la nature et les réalités que nous vivons au quotidien. Donc, cette scène, par exemple, je l'ai pensée en 2010, je crois. Quand je dis, je me sers de ce que la nature m'offre. C'est parce que je suis allée à Rumsiki, à l'extrême nord, à Mokolo. C'est à Mokolo, les montagnes derrière Mokolo. Oui. Et là-bas, j'ai été frappée par l'architecture des maisons. Il se passe qu'elles sont majoritairement construites en pierre. Et la pierre, la roche, constitue l'élément essentiel du sol à Rumsiki. Donc, tu as des kilomètres de portails faits de pierre. Des enclos là, vous savez comment ils construisent au nord. Oui. Et j'ai trouvé ça tellement fabuleux. Non seulement c'est beau, c'est artistique, mais c'est ingénieux. Ces personnes auraient pu se casser la tête, mais on n'a pas de ciment ici, on n'a pas de sable, on n'a rien. Comment on fait pour construire? Mais non, la nature nous a offert des pierres, de jolies pierres. Servons-nous-en et bâtissons nos maisons. Et elles sont plus solides que tout ce qu'on peut avoir ici. Alors ça c'est quelque chose qui m'a marqué, je dis en 2010, j'écrivais encore Eva, j'ai commencé ce livre en 2007. Donc chaque chose que je vivais entre 2007 et 2014, mettant un peu d'eau à mon moulin, m'inspirant un tout petit peu, je modifiais ce que je pouvais et c'est un peu ça, la nature vraiment c'est ma meilleure source d'inspiration. D'accord, en sortant, on va sortir avec Eva pour parler de Merveline. Qui est Merveline en tant qu'artiste, en tant que fan d'écriture, de romans? Merveline, c'est moi, elle déteste le make-up, vous voyez, je porte rien, je mets rien. Plus sérieusement, je suis quoi? Journaliste. J'aime pas me présenter comme écrivaine, même s'il va le dire comme ça. Maman, oui, ça c'est le métier que je préfère d'ailleurs. Et j'aime beaucoup écrire. Je ne supporte pas de voir des feuilles blanches autour de moi. Je dois écrire, peu importe ce que j'écris, il faut quand même que je remplisse. Si vous voyez mes blocs-notes, j'écris partout, ça n'a pas de sens. Mais ma passion pour l'écriture et le journalisme, c'est ce qui me porte aujourd'hui. Je pense que je ne vivrais pas sans ça. Et tu vois que je bug quand il faut parler de moi. J'aime pas parler de moi parce que je ne sais pas au fond qui je suis. Je suis moi, je vis. On va retenir entre autres choses qu'elle est maman. Et c'est la meilleure activité qu'elle... Ça, c'est le plus beau métier du monde. Voilà. Et il faut noter que sa fille lit beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Elle est fan de lecture. Elle a voulu lire ça, dit ma chérie, c'est interdit au moins de 9 ans. Voilà ce magnifique roman. Interdit au moins de 9 ans, mais accessible aux adolescents. Le style d'écriture est ouvert, bien lisible. Donc il est intéressant pour les parents,
Oui, les surtout enfants. pour les parents et surtout pour la femme. On a l'habitude de me dire que je m'attaque à la femme. C'est parce qu'en tant que femme, je me sens responsable de la société et j'estime aujourd'hui que si nous, maman, épouse, mère, sœur et tout, nous échouons dans notre rôle, la société ira en dérive. Les féministes ont tendance à dire égalité, égalité. Non, moi je dirais pas égalité, c'est complémentarité. Il n'y a pas d'égalité possible, mais on est complémentaires. Et c'est à nous, les femmes, c'est nous, les mamans, la responsabilité d'éduquer la société aujourd'hui. Alors si tout va en couille, excusez-moi le terme, si tout va en dérive, merci, c'est notre faute. Nous avons le devoir d'éduquer la société, mesdames. Nous avons la responsabilité d'éduquer les enfants. Nous avons la responsabilité de porter notre foyer parce que j'estime que un foyer réussi, c'est une société réussie. Alors, des auteurs qui t'ont marqué ou influencé? Ouais, il y avait Calix à l'époque. Bon, je l'aime toujours, hein, c'est pas que... Elle m'a beaucoup influencée. Ouais. Il y a Miano aussi que j'ai beaucoup lu. Mais j'estime que Miano, c'est de la littérature pour les initiés. J'aime dire ça comme ça parce qu'elle est un cran au-dessus de la moyenne. De la moyenne. Miano, c'est quelque chose de ouf en fait. Il m'a fallu lire et relire plusieurs fois la trilogie, L'intérieur de la nuit et tout ça Rouge Impératrice. Pour comprendre. Je ne sais pas si j'ai compris jusqu'aujourd'hui, mais elle me fascine. Oui. Après, il y a des gens comme Tchungi, Elisabeth. Je vous souhaite la pluie. Oh, j'adore. J'ai lu et relu ce beau roman d'Elisabeth Tchungi. Et il y a le défunt Koulibaly Bintang Ibrahim. Il est décédé le mois dernier ou ce mois, si je me trompe, l'auteur ivoirien que j'aime beaucoup. J'ai lu et pourtant elle pleurait. Un magnifique roman qu'il a signé. Et je veux dire, j'ai beaucoup lu avant, quand j'écrivais pas. Ah d'accord. Mais depuis que j'écris, je lis moins. Je parle bas parce que je sais qu'il ne faut pas que je vous dise ça, mais j'écris moins. Je lis moins depuis que j'écris. Ça restera un truc entre nous. Ouais, il faut que ce soit notre petit secret à nous deux. Voilà. C'est sur ce secret que nous allons passer à l'astuce du jour et nous parlerons de la Attends, je vais y arriver. Et aujourd'hui, nous parlerons de la leucocélodophobie. Leucocélophobie. Nous parlerons de la leucocélodophobie. Voilà, j'y arrive. En français facile, le syndrome de la page blanche. Faites voilà. pas attention à Fabrice. Alors, Merveline, comment gères-tu le syndrome de la page blanche? Peut-être qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est. Bon, d'après Google, hein, ça c'est pas d'après moi, puisque c'est pas moi qui ai inventé le mot. Il se dit que le syndrome de la page blanche, c'est une sorte de bug en fait pour les écrivains. C'est ce moment où tu veux écrire, mais rien ne vient, tu n'es pas inspiré, tu es devant ton ordinateur ou tes feuilles blanches, tu veux écrire, mais tu n'arrives pas à écrire. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je trouve pas le bon mot, je trouve pas le bon angle, je trouve pas la bonne attaque. Bah ça arrive très souvent quand tu fais des œuvres biographiques, des œuvres scientifiques, des choses où il faut beaucoup réfléchir. Mais moi qui suis plus romancière qu'autre chose, je vis pas très souvent ça parce que quand tu es romancière et que c'est ton imagination qui fait le boulot pour toi, tout peut t'inspirer. Tout peut arriver. Tu as facilement de quoi faire quand tu bugs. Tu te sers de ce que la nature te donne. Par exemple. Mais quand j'écris des œuvres biographiques, quand j'écris pour les autres très souvent et que je bug, ce que je fais, c'est que j'arrête d'écrire et je fais autre chose qui me passionne. Oui. Si j'aime marcher, je vais marcher. Si j'aime manger, je vais manger. Si j'aime écouter de la musique, je vais écouter de la musique. Mais il ne faut surtout pas forcer. Quand vous êtes devant un bug, quand vous êtes à court d'inspiration, arrêtez d'écrire. Ne vous forcez pas à faire quelque chose. Non, non. C'est pas obligé d'écrire là. Encore que l'inspiration, c'est pas quelque chose qu'on commande. Ça vient au pif. C'est comme tu sens. C'est comme il décide de quand il vient, il décide de quand il s'en va. Quand tu es inspiré, c'est pas à toi de décider. Non, là maintenant je suis inspiré, je vais écrire. Non, il y a comme un esprit qui te parle en fait. Et quand cet esprit est endormi, laisse-le se reposer. Quand il se sentira prêt, il va revenir et là tu verras que ça va couler de source. Alors Merveline, merci beaucoup. Merci. Alors mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien retenu les astuces de Merveline pour gérer le syndrome de la page blanche. C'est sur cet outil d'astuces que nous achevons cet entretien avec Merveline et cette édition de Lexio. Un dernier mot?
Oh, merci pour cette invitation. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi. Et allez en librairie. Achetez, pardon. Sinon, on va payer le loyer comment? On va pas se retrouver dans la rue quand même. Allez, ciao. Ciao, à plus.